Bonjour et bienvenue dans votre chaîne de Musée. Une fois n'est pas coutume, nous dit l'adage, et cela est vrai, puisque pour la première fois nous tournons en plein jour, et aussi pour la première fois nous ne sommes ni en Alsace, ni en région parisienne. Aujourd'hui nous nous trouvons en Ardèche, plus précisément dans le pays d'Annonay, chez tante Geneviève Sagna, et tante Sono. Mais toujours avec la même équipe, derrière la caméra, vous avez la belle Christine Assine qui m'accompagne toujours dans les vidéos de votre chaîne de Musée. Nous allons continuer la série entièrement consacrée au livre de Monsieur Ibrahima Anne intitulé L'écume du temps. Dans la première vidéo, nous vous avons fait une présentation de l'auteur suivie du résumé des deux livres publiés par ce dernier que sont Errance et L'écume du temps. Aujourd'hui, nous allons nous consacrer à l'étude, à l'interprétation, pour éviter le mot un peu savant qui est herméneutique en fait du titre. C'est-à-dire, nous allons nous consacrer à l'interprétation du titre en partant des travaux de Gérard Genette pour ainsi donner notre propre interprétation, ce qui veut dire une interprétation subjective. Le grand mot, vous le savez, il faut toujours vous connecter, vous abonner dans notre chaîne de Musée, mais n'oubliez pas d'activer la cloche qui vous permet de recevoir toutes les notifications, mais surtout, laissez un petit commentaire qui nous fera plaisir et cela nous permettra aussi d'étendre le débat. La suite, c'est tout de suite. Le titre est un élément important dans la compréhension d'une œuvre. La preuve, Gérard Genette, dont Palimpseste publié en 1982 et plus tard dans C en 1887, a accordé une importance capitale à la notion du titre. Il n'est jamais gratuit ni posé ça et là dans une œuvre. En réalité, le titre, comme nous le savons, donne une indication, une direction, un sens au lecteur. Et cela fait dire à un grand penseur allemand, Hans Robert Jauss, qui parlait de l'horizon d'attente ou de perception du côté des lecteurs. Le titre, comme nous le savons, partant de l'étude de Gérard Genette, est appelé les éléments du paratexte. Le paratexte, quant à lui, est divisé en deux parties que sont le péritexte et l'épitexte. Le péritexte, c'est composé à la fois de deux choses. D'une part, de ce qu'on appelle des éléments discursifs et d'autre part, des unités non verbales telles que la photo de couverture de l'œuvre ou du roman si vous préférez. Nous savons que le titre manifeste une intention de l'auteur, mais tout souvent est orienté du côté du lecteur. Le titre peut avoir la caractéristique d'être à la fois thématique, c'est-à-dire programmatique, qu'il énonce une perspective sémantique, c'est-à-dire qui est fortement basée sur le contenu, ou très souvent aussi, il peut avoir une charge thématique, c'est-à-dire essentiellement tournée vers des choses génériques. Exemple de titre. Souvenez-vous des magnifiques titres de nos jeunes auteurs sénégalais. Je vais en citer particulièrement trois. Le premier se nomme Pape Moussa Sy, avec son recueil de poèmes baptisé Les monologues du silence. Voici un exemple de titre à la fois, un titre thématique. Nous avons aussi également Zacharia Sall qui nous parle de ange ou démon, comme si c'était au lecteur de choisir, après lecture, de classer l'auteur soit du côté des anges ou du côté démon. C'est une interprétation qu'on peut avoir du livre, comme aussi on pourrait en donner plusieurs autres qui seraient tout aussi valables. Prenons le dernier exemple qui est assez intéressant aussi, qui manie l'oxymore de manière parfaite, tout autant que Pape Moussa Sy, qui est Douce cacophonie de El Hadj Ndongo Thioye. Nous avons aussi également, en matière de titre, dans les éléments paratextuels, c'est qu'il est convenu d'appeler la première
le titre, les avant-propos, la préface, la 4e de couverture, toutes ces indications qui peuvent parfois être répétitives ou redondantes, mais qui sont fort utiles pour le lecteur. Nous le savons d'après Duché que le titre a une fonction conative, c'est-à-dire qu'il est essentiellement centré sur le destinataire. Et c'est ce qui faisait dire aussi à Umberto Eco en 1986, le titre, malheureusement, contient une clé interprétative. C'est-à-dire qu'à partir du titre d'une œuvre littéraire, nous sommes capables de pouvoir déceler en partie ce qui pourra être raconté ou contenu dans chaque livre. Ainsi, nous allons, après avoir indiqué ces différentes façons de percevoir le paratexte dont nous avions dit qu'il était constitué de 2 catégories que sont l'épitexte et le péritexte, nous allons nous consacrer maintenant à l'écume du temps. Cependant, la démarche que nous aimerions adapter, elle est double. La première se contentera tout simplement de définir les notions. Et la deuxième nous permettra tout simplement de vous offrir une interprétation que nous avons après avoir lu le livre de M. Ibrahim Anne intitulé L'écume du temps. L'écume est un mot assez connu ou assez usé du lexique français. En fonction des domaines, des circonstances et des moments, il renvoie à une signification particulière. Ainsi, dans le domaine animalier, l'écume désigne la bave mousseuse de certains animaux irrités. Dans le domaine maritime ou aquatique, si vous préférez, l'écume se rapporte à la mousse blanchâtre de certains liquides agités. Et c'est la raison pour laquelle en français, on parle de l'écume de mer. Mais nous savons que ce mot existe aussi également en latin, en spuma, qui désigne le savon, mais aussi dans la langue germanique, scum, qui désigne tout simplement ce qu'apportaient les mercenaires germaniques dans les armées romaines. Venons maintenant à la signification du mot temps. Le temps, qui est issu du mot latin tempus, désigne la division du temps. Cette notion de division, nous l'avons aussi également en grec avec temno, qui signifie le fait de couper. Mais le fait de couper aussi nous renvoie à un mot que nous connaissons très bien dans la langue française, qui est individu, c'est-à-dire pris de manière séparément. Et cela nous renvoie aussi à un autre verbe en latin que nous connaissons très bien, qui est le mot secare. Le mot tempus a aussi donné en français, le mot temple a donné tempus, qui désigne le temple en latin, mais qui est aussi compris dans la manière, dans la subdivision, dans la scission, le clivage du temps. Ceci étant, dans les langues indo-européennes telles que le sanskrit, le mot a une signification particulière, puisque la racine temps a donné en anglais time, qui veut dire, qui se rapporte au temps, mais aussi un autre mot assez important qu'il ne faut pas perdre de vue, qui est tide, qui signifie la marée. En sanskrit, le mot kalo, qui fait référence au temps, a donné en latin le mot kalende, qui signifie les calendes, ou si vous préférez un mot beaucoup plus simple, c'est-à-dire le calendrier, fût-il grégorien ou musulman. Une fois que cela est dit, nous savons que la notion du temps, dans les langues indo-européennes ou dans la langue latine comme grec, fait aussi référence à la notion de destinée. Gardez bien cela en tête, car ce mot nous permettra de cerner le sens ou la signification assez particulière de l'écume du temps de M. Ibrahim Anne. Maintenant, venons à l'interprétation proprement dite
du roman. L'auteur a choisi l'écume du temps. L'écume du temps peut se comprendre par rapport aux différentes définitions que nous avons énoncées plus haut comme étant les différents temps d'une vie de chaque personnage. C'est-à-dire que dans ce roman de M. Ibrahima Anne, il s'agit de la question de la destinée des personnages, d'une certaine évolution à laquelle tous les personnages sont appelés. Mais cette évolution se fait par le biais de l'espace où est circonscrit tous les personnages. Et c'est la raison pour laquelle, quand vous lisez ce magnifique livre de Ibrahima Anne, vous avez toujours une description de la psychologie des personnages qui accompagnent le texte, avec souvent un narrateur homodiégétique et quelquefois un narrateur hétérodiégétique, c'est-à-dire qui est absent du récit, mais aussi un narrateur omniscient, puisqu'il est capable de nous livrer l'intériorité, le fort intérieur de chacun des personnages. Comme nous l'avons dit, l'écume du temps, cette notion d'évolution, ne va pas sans la notion de transformation, d'illumination, de transfiguration à laquelle tous les personnages conjuguent. L'écume du temps pourrait se comprendre comme étant les différents moments, les parcours atypiques de chaque personnage ou le parcours évolutif de chaque personnage. Toujours, ceci se rapporte à la notion de kalo, la destinée dans la langue sanskrit, ou dans le dictionnaire sanskrit si vous préférez. Mais l'écume du temps a ceci de particulier. De la même façon qu'il désigne tout simplement, la notion d'évolution, décrit aussi également la question de la hideur, puisque le sens évolutif, ou parfois assez moderne, de écume, c'est hideur. Et nous le voyons très simplement quand nous ouvrons ce livre, puisqu'il y a des étapes. Prenons le personnage principal qui est Dimbadjar. Dès qu'on ouvre le livre, on nous présente un personnage complètement à la plaque, qui est hors sol, qui méconnaît les réalités familiales, surtout de son propre foyer. Prenons l'exemple de son épouse qui est Dienaba et de son fils Mokhtar, qui sont des personnages assez orgueilleux, fiers d'eux-mêmes, qui ne pensent qu'à eux pour éviter le mot nombriliste. Mais au fur et à mesure que le récit se déploie, les personnages sont appelés, comme à une sainte vocation, de devenir quelqu'un d'autre, d'être transfiguré, transformé. Et c'est la raison pour laquelle je disais que l'écume du temps, dans un écrit sur Facebook, relate les différents épisodes de vie ou d'une vie. L'écume du temps aussi, on peut le comprendre comme étant le cycle de maturation de la plume de l'auteur durant tout le livre, puisque le récit épouse à la fois plusieurs sources. Il peut être factuel, historique, discursif, épistolaire et tout ce que vous voulez, parce que comme si l'auteur, de la même manière que ces personnages se transforment, sa plume également se régénère. Et c'est la raison pour laquelle nous disons que l'auteur aurait pu choisir parcours de vie pour signifier ou pour baptiser son œuvre, comme aussi il aurait pu garder le titre originel qui était procès d'une vie. Car, rappelons-le, le mot procès, avant de désigner cette réalité juridique ou judiciaire, est avant tout en français désigne la notion de marche, de développement, de progrès, pour ne pas éviter le mot évolution, encore une fois. Ainsi, cela nous permet de dire procès, parcours, écume, temps sont tous des synonymes qui désignent les faces uniques de la même médaille. Ainsi, nous comprenons par là que l'écume du temps est aussi ce moment où chaque personnage, une fois arrivé à maturité, devient
la personne qu'elle était appelée à être. Comme si M. Ibrahim Anne avait en tête la fameuse injonction de Socrate sur le fronton du temple de Delphes. Connais-toi toi-même et deviens que tu veux. Merci et à très bientôt.